Dalia Carey qui va animer le début de la présentation. Dalia est une professeure agrégée donc à l'Université de Montréal et elle est responsable du créneau environnement et communication à l'IURDPM, donc un établissement du CRIR. Donc, Dalia, je te cède la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Louis-Pierre Auger aujourd'hui comme conférencier. Louis-Pierre a travaillé plus de 5 ans en réadaptation fonctionnelle intensive à l'hôpital de réadaptation Villa Medica et particulièrement auprès de la clientèle ayant subi un AVC. Après avoir complété sa maîtrise en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal, il s'est embarqué dans un processus de doctorat. Il est maintenant à sa 4e année de doctorat en sciences de la réadaptation et ses intérêts de recherche portent sur la réadaptation sexuelle, le rôle de l'ergothérapeute en réadaptation liée à la sexualité et la réadaptation de l'AVC. Donc, Louis-Pierre va nous présenter aujourd'hui sa présentation qui est intitulée « Intégrer des étudiants au cycle supérieur dans nos milieux pour innover en réadaptation, l'apport des stages tremplins du FRQ ». Donc, ceux qui me connaissent savent que je trouve ça très, très, très important de collaborer étroitement avec les milieux cliniques. Donc, je trouve la présentation vraiment très, très pertinente. Et l'objectif aujourd'hui est de présenter le processus et les résultats du stage tremplin qu'il a effectué. Alors, Louis-Pierre, à toi la parole. Merci beaucoup, Dalia. Très apprécié. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis très content d'être avec vous, là, entre guillemets, là, malgré le fait qu'on est en téléconférence. Vous allez voir aujourd'hui, en fait, je vous explique rapidement le titre de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage. Donc, je prétends pas pouvoir parler de l'expérience des autres étudiants et étudiantes qui ont été stagiaires tremplin. Pour être totalement transparent avec vous, c'est qu'on devait faire la présentation à deux aujourd'hui. Donc, on avait ciblé là, un titre plus global. Donc, je vous laisse ensuite là, vous faire une tête là, par rapport à l'expérience que je vais vous partager si vous pensez que ça pourrait se traduire à d'autres contextes. En fait, je vais continuer à vous parler un peu de moi avant de vous parler de mon stage tremplin parce que justement, ça vient un peu expliquer pourquoi j'ai choisi de faire un stage tremplin. Je vais vous parler du programme tremplin du FRQ, des démarches préparatoires, des objectifs généraux de mon stage. On va parler du déroulement de mon stage, des retombées et des leçons et des perspectives futures qui sont basées sur mon expérience. Donc, je pense que Dalia m'a bien présenté donc les grandes lignes. En fait, moi, je travaille principalement sur le sujet de la sexualité. Je me spécialise avec la clientèle neurologique, particulièrement avec la clientèle qui a subi un AVC. Par contre, les personnes en situation de handicap, les enjeux que les personnes en situation de handicap vivent m'intéressent tout particulièrement en tant qu'ergothérapeute. Mes grandes questions de recherche, c'est ça, c'est justement, c'est quoi les impacts des conditions de santé sur la participation dans les activités qui sont liées à la sexualité? Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer la sexualité aux dimensions qui sont abordées en réadaptation et aussi dans les services de santé en général? Comment évaluer ou mieux évaluer et intervenir sur les conséquences des conditions de santé qui impactent les activités liées à la sexualité? Et finalement, c'est quoi les rôles que l'ergothérapeute peut remplir dans la réadaptation aux activités liées à la sexualité et comment les actualiser? Donc, vous comprendrez que ce stage-là est particulièrement lié à la 4e question sur cette diapositive. Si je vous parle un peu du programme Tremplin, ses objectifs, c'est premièrement, de favoriser la collaboration entre le milieu universitaire de la recherche et les organisations des secteurs publics, parapublics et privés. Ici, c'est directement tiré là, du site Internet du programme Tremplin. Je m'excuse, j'ai oublié d'ajouter la référence. Deuxième objectif, c'est de stimuler l'intérêt pour l'application des connaissances et l'acquisition d'une expérience de travail en milieu de pratique. Soutenir les milieux de pratique dans leurs efforts visant à permettre l'acquisition de nouvelles compétences à des personnes inscrites à un programme de 3e cycle universitaire en recherche et finalement favoriser l'employabilité des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur. Donc, un message à ramener à la maison que je vous vends tout de suite,
Les 3 objectifs ont été atteints. Les 3 premiers, au moins, là, ont été atteints dans le cadre de ce stage-là. Ensuite, pour l'employabilité, j'ai pas fini mon parcours universitaire, là, donc je pourrais vous le dire dans quelques années. Le programme de bourse tremplin, concrètement, ça a l'air de quoi? En fait, c'est une durée de stage de 2 à 4 mois. On parle de 1 à 3 jours par semaine ou d'un maximum de 225 heures. Un montant est remis à l'étudiant par le Fonds de recherche du Québec, le FRQ, sous forme de bourse. Donc, le milieu en soi d'accueil n'a pas de bourse à offrir de ce côté-là. Et c'est un processus qui est compétitif, donc il faut présenter une demande. Il y a une évaluation par un comité d'évaluation par les pairs. Et c'est ça, ce sont les personnes qui présentent le meilleur dossier, le meilleur projet de stage qui finissent par décrocher une bourse. Au moment de concevoir ma proposition de stage, en fait, moi, ce que je voulais à la base, c'était d'acquérir des compétences sur le terrain, puis une expérience concrète par rapport à l'articulation de mon rôle comme ergothérapeute dans la réadaptation aux activités liées à la sexualité. Initialement, l'objectif, c'était d'acquérir cette expérience-là avec la clientèle ayant subi un accident vasculaire cérébral ou un AVC. En gros, pourquoi, en fait, derrière ces objectifs-là, pourquoi je voulais faire un stage tremplin, c'est que moi, ma pratique clinique, elle était en ergothérapie, en réadaptation fonctionnelle intensive, et elle était, je vais dire, elle était très représentative de la pratique standard d'un ergothérapeute en RFI. Donc, j'abordais l'ensemble des activités de la vie quotidienne. Le mandat, c'était le retour, de favoriser le retour à domicile et d'améliorer, d'optimiser la participation sociale de mes patients. Et je vivais les mêmes barrières que les intervenants vivent actuellement à intégrer la sexualité à ma pratique. Donc, je l'intégrais pas beaucoup avant de commencer mes études supérieures. Entre autres, je dirais par la complexité de la réadaptation post-AVC, le fait qu'on a beaucoup de choses à aborder en réadaptation et aussi, justement, parfois certains enjeux liés à aborder la sexualité comme un inconfort ou, disons, ne pas savoir comment l'aborder. Fait qu'en gros, ce que je veux dire avec ça, c'est que quand j'ai entamé mes études supérieures, moi non plus, j'avais pas énormément d'expérience clinique associée à l'intervention puis l'évaluation en ergothérapie en lien avec les activités sexuelles. Donc, avec ce stage-là, ce que je voulais, c'est aller justement m'ancrer sur le terrain et consacrer la majorité de ma pratique pendant que j'allais dans ce stage-là aux activités liées de près ou de loin à la sexualité. Donc, pour la préparation du stage, en fait, il a fallu commencer par cibler le milieu. Donc, en discutant, j'ai commencé, je dirais, mettons, l'étape 0, ça a été justement d'en parler avec mes co-directrices de thèse, dont Annie Rochette, qui est présente dans la salle. On a ciblé justement l'Institut universitaire sur la réadaptation aux déficiences physiques de Montréal, l'IURDPM, qui est le milieu auquel je suis affilié avec le CRIR aussi. Donc, cibler le programme, puisque je voulais travailler avec la clientèle AVC, on a ciblé le programme AVC et autres lésions cérébrales acquises non traumatiques de l'IURDPM. Ce programme-là articule ses activités cliniques au Centre de réadaptation Lucie Bruno et à l'Institut de réadaptation Gingras-Lundi de Montréal, donc à l'IRGLM. Donc, en discutant justement, j'ai fait la planification du stage avec Rosalba Guerrera, qui est la chef du programme AVC, qui s'occupe particulièrement des programmes RFI et CPA. On a fait ces discussions-là en octobre 2020 et en discutant avec le programme clinique, on a convenu que je dirais la phase du continuum en réadaptation post-AVC où la clientèle pouvait être peut-être plus propice à aborder la sexualité selon le milieu clinique, c'était justement en externe ou en réadaptation axée sur l'intégration sociale, donc externe ou la RAIS. Et cette clientèle-là, elle est particulièrement desservie au centre de réadaptation Lucie Bruno. Donc, suite aux conseils, aux recommandations justement là, des gestionnaires du programme AVC, on a convenu que le stage se déroulerait particulièrement à Lucie Bruno. Et en cours de route, ma co-superviseure officielle de stage, Gabrielle Cousineau-Daou, est entrée en fonction justement comme chef
de programmes au niveau AVC en externe RAIS et aussi en programme de réadaptation au travail. Donc, même si c'est avec Rosalba Guerrera que j'ai fait la planification au départ du stage, c'est avec Gabriel qu'on a fait les derniers préparatifs et qu'on a réalisé le stage en co-supervision avec Annie Rochette. Justement, je me suis devancé avec ma diapositive ici. Donc, la structure privilégiée par le FRQ, c'est une co-supervision entre le milieu universitaire et le milieu d'accueil, donc ici qui était le centre de réadaptation Lucie Bruno. Et ensuite, de quoi est-ce que je veux vous parler? Oui, donc, ce qui est intéressant dans le processus, c'est le stage, je vous le dirai tout à l'heure, il a débuté en juin, mais je vous dirais que le stage débute au jour où tu commences à préparer ta demande de stage et où tu commences à négocier ton arrivée, où tu commences à réfléchir à où est-ce que je vais travailler là quel jour de la semaine, avec qui je vais travailler. Est-ce que les gestionnaires, avez-vous besoin de ce stage-là? Est-ce que ça peut répondre à un de vos objectifs? Est-ce que ça correspond à vos priorités? Moi, en commençant mon projet de stage, en le réfléchissant, ce que je me disais, c'était, je veux apprendre à mieux intervenir au niveau en individuel avec mes patients. Tu sais, je veux être capable d'évaluer leurs préoccupations qui sont liées à la sexualité dans le respect de mon champ de pratique et je veux être capable d'intervenir avec eux, donc de mettre en pratique des méthodes d'intervention. J'étais spécifiquement axé sur l'individuel parce que moi, dans ma carrière en recherche, je fais déjà beaucoup d'enseignements en groupe. Donc, moi, je me disais, eh bien là, ça serait peut-être plus l'individuel qui m'intéresse. Fait intéressant, par contre, c'était qu'en discutant avec le programme AVC, en discutant avec la gestionnaire et les coordos, un des besoins du milieu, c'était d'avoir un groupe d'éducation parce que la culture du groupe était déjà très forte dans le programme clinique. Il y avait déjà plusieurs groupes qui étaient mis en place et qui roulaient bien. C'est sûr, avant la COVID a amené des perturbations. Mais justement, le milieu, on m'a demandé, nous, on aimerait ça avoir un groupe d'éducation. Pourrais-tu intégrer ça à tes objectifs de stage? On a négocié ça et on l'a intégré justement au plan de stage pour que le stage tremplin soit autant pertinent pour moi que pour le milieu clinique aussi, le milieu d'accueil. Donc, on a accordé nos priorités justement dans le travail de préparation. Le stage en résumé, je vous l'ai séparé en 3 phases. Et vous allez voir, ma présentation se veut très épurée. C'est pas une présentation qui se veut énormément scientifique. Aujourd'hui, on est particulièrement dans le processus de mon stage. Je veux vous parler de comment ça s'est passé, de ce que j'ai appris, de ce que j'espère que le milieu a retiré aussi. Et il va y avoir un bel espace pour la discussion aussi à la fin de la présentation, là. Comme je vous disais au départ, c'était supposé être une présentation où on se séparait le temps en 2. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, on va avoir le temps en masse pour en discuter à la fin. Le stage en résumé, en 3 étapes. Premièrement, mon arrivée, les 6 premières semaines, phase de familiarisation et de développement. Ensuite, il y a eu une phase de pause et finalement une phase d'application des méthodes qu'on a développées. Donc, les 6 premières semaines, ça a débuté de début juin à début juillet environ. On a eu une pause de près de environ 4 mois et ensuite une période de 10 semaines où on est venu compléter le stage. Je vous détaille chacune des phases. La phase de familiarisation et de développement, je vous dirais, ça a été premièrement de rencontrer une bonne partie du programme AVC, de me faire accueillir par le milieu, d'habiter mon bureau. J'ai eu la chance de me faire attribuer un bureau dans l'aile du programme AVC, ce que j'ai beaucoup apprécié d'avoir un milieu de travail avec les cliniciens qui étaient là. Donc, une fois que j'ai été familiarisé, que je me suis fait présenter aux gens, on s'est assis avec les coordonnatrices professionnelles pour réfléchir aux procédures actuellement mises en place. Ça a l'air de quoi la trajectoire clinique d'une personne qui a subi un AVC dans le programme, justement, de l'admission jusqu'au congé. Comment ça se passe, l'admission? Parce que rappelons qu'à Lucie Bruno, les clients sont vus en ambulatoire. Donc, il n'y a pas une admission comme on fait, par exemple, quand une personne elle est hospitalisée. Donc, qui fait cette première évaluation-là? J'ai appris que ce sont les coordonnatrices professionnelles qui la font.
Et en fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur comment les services sont articulés, comment ils sont organisés dans le programme AVC de Lucie Bruno. Euh, donc, on a réfléchi ensemble sur les procédures actuellement mises en place et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux intégrer la sexualité. Donc, quand je dis mieux intégrer, c'est de l'intégrer de manière plus systématique au suivi. Parce que aussi, quelque chose qu'il faut que je dise, vous voyez, hein, j'ai beaucoup de choses à vous nommer là, pour vous mettre en contexte sur le programme clinique et le milieu. Mais au Centre de réadaptation Lucie Bruno, il y avait déjà des services de sexologie qui étaient mis en place. À l'époque, c'était Rachel Walliser qui les donnait, avec qui j'ai beaucoup collaboré dans le cadre de mon stage et que je remercie encore là, pour sa collaboration. Donc, l'objectif, c'était de voir de quelle manière est-ce que on peut offrir des services qui sont liés à la sexualité à un plus grand nombre de patients parce que plusieurs ne recevaient pas l'opportunité d'aborder la sexualité. Certains l'avaient, beaucoup ne l'avaient pas. Et c'était vraiment lié, en fait, aux habitudes de pratique des intervenants, mais aussi aux facteurs contextuels, par exemple la surcharge, la complexité des cas, entre autres. Fait que l'objectif, c'était de voir, est-ce que par les procédures qui sont déjà mises en place, les choses qui sont plus automatiques, est-ce qu'on pourrait aider les cliniciens à proposer d'aborder le sujet de la sexualité à leurs clients? Donc, on y a réfléchi ensemble et à force de discussion avec les deux coordos et de partage avec les intervenants, une des stratégies, ça a été d'intégrer le guide d'entrevue sur la sexualité, qui est un outil dont la version originale a été conçue dans le cadre de ma maîtrise, mais qu'ensuite a été bonifié par une équipe de l'IRGLM et qui a ensuite été bonifié par Rachel Walliser et moi pour mieux convenir à la réalité clinique là, de Lucie Bruno. Donc, on a réfléchi à intégrer le guide d'entrevue sur la sexualité, qui est un outil qui facilite la première conversation sur le sujet de la sexualité, à la préparation du plan d'intervention interdisciplinaire là, des usagers. Ça, c'est un plan d'intervention qui arrive pour tous les usagers. Ils sont interdisciplinaires s'il y a plusieurs patients au dossier. Ils vont être disciplinaires s'il y a, excusez, je me comprends pas s'il y a plusieurs patients, s'il y a plusieurs intervenants au dossier. Mais sinon, ça va être un plan d'intervention disciplinaire, par exemple, si un usager a seulement des services d'orthophonie ou seulement des services de physiothérapie. Donc, ça peut avoir, tu sais, ici, ça représente juste 2 lignes de mon PowerPoint, mais ces réflexions-là, ces discussions-là, ça a été quand même beaucoup de temps, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions pour trouver, tu sais, pour sous-peser chacune des alternatives, de voir, bon, ben ça, il y aurait la force, mettons, de le mettre avec le plan d'intervention, il y aurait telle force, mais en même temps, ce serait peut-être compliqué avec d'autres types de clientèle. On y a réfléchi et tout. Je vous dirais, là, justement, j'ai eu des nouvelles toutes fraîches là, de Myriam Vaillancourt, qui est coordonnatrice professionnelle là, au programme AVC, qui m'a parlé justement de Il en est où, le guide d'entrevue sur la sexualité aujourd'hui. Je garde ça tout à l'heure. Ensuite, justement, comme je vous disais, on a intégré et ajusté le guide d'entrevue. En réponse justement à la demande du milieu clinique, dans les 6 premières semaines du stage, une des tâches que j'ai eu à faire, c'était de concevoir la première version d'un groupe d'éducation sur la sexualité. On est parti d'un groupe qui était déjà offert par Rachel Walliser en sexologie, qui avait déjà été bonifié d'un autre groupe en sexologie auparavant. Donc, on est parti vraiment d'une intervention déjà conçue à Lucie Bruno et on l'a modifié. On l'a même, on a ajouté du contenu pour en faire 2 séances de 60 minutes. Et c'est un groupe justement où on entendait faire l'animation collaborative entre ergothérapie et sexologie. Et finalement, dans ces semaines-là, on a aussi réfléchi ensemble sur la manière de collaborer entre sexologues et ergothérapeutes. Donc, premier 6 semaines. Je vous rappelle aussi, je pense que je ne l'ai pas nommé au départ, moi, mon stage tremplin, je le faisais à 1 jour semaine. Donc, c'était 7 heures par semaine. Ensuite, on a eu une pause parce que est arrivé un temps où j'avais développé ce que je pouvais développer avant de le mettre en pratique avec les collègues à Lucie Bruno. Par contre, on avait un imbroglio avec le fait de suivre des usagers en individuel parce que j'avais un statut flou. J'étais un stagiaire
qui arrivait de la recherche, mais je suis aussi un professionnel de la santé, membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Au niveau, pour vous faire un très, très bref résumé, parce que ça a été beaucoup de conversations, beaucoup de travail collaboratif avec plusieurs personnes clés aussi, ce que je remercie encore pour le travail qui a été fait. En gros, au niveau, c'était pour me permettre d'avoir accès aux dossiers médicaux et tout. Le fait que mon stage n'était pas encore rattaché à un sigle de cours universitaire, vu que mon stage était plutôt associé au Fonds de recherche du Québec au départ de mon stage, ça rendait ça compliqué pour m'attribuer le statut de stagiaire au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, justement, à force de démarches collaboratives, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait associer mon stage à un cycle de cours pour qu'ensuite on rentre dans toute la catégorisation, tous les aspects administratifs qui étaient déjà mis en place pour les stagiaires. Donc, on a trouvé cette solution-là. On a réussi à faire les démarches. Je remercie encore mes co-superviseurs pour ce travail-là parce que ça a été un travail de longue haleine. Comme vous voyez, ça a été quasiment un 4 mois de pause, le temps de faire les démarches. Il y avait la COVID là-dedans, il y avait les vacances d'été. Donc, on demeure flexible, ça fait partie de la réalité et c'est correct. Et quand on revient, on est encore plus content d'être là. Moi, j'étais encore plus content d'être là. Donc, justement, je regarde, on en a quand même profité euh, justement, OK, non, ça c'est beau, ça c'est tous des éléments que j'ai déjà nommés. Donc, en gros, je suis revenu en fonction à Lucie Bruno dans le cadre de mon stage à la mi-octobre environ. Et c'est vraiment de la mi-octobre, donc précisément du 19 octobre jusqu'au 21 décembre que là, j'ai pu aller chercher justement de l'expérience très concrète. En fait, c'est là que j'ai pu être en contact avec des usagers. Des usagers soit dans le cadre des suivis de groupe ou dans le cadre des suivis individuels. Et je nous ramène un peu en arrière parce qu'il s'est passé beaucoup de belles choses aussi durant le stage et durant la pause. On a fait de la publicité dans l'environnement de Lucie Bruno par rapport au groupe d'éducation sur la sexualité qu'on avait appelé les séances d'information. Euh, on avait fait de la publicité, on les avait mis en fait près des salles de bain et sur le babillard justement là, du programme AVC pour que les usagers puissent le voir et demander à leurs intervenants ou aux coordonnatrices d'y participer s'ils étaient intéressés. De manière intéressante, notre groupe a contaminé d'autres programmes et on a reçu de l'intérêt de la clientèle du programme des maladies évolutives pour participer au groupe d'éducation sur la sexualité, justement. Donc, ça nous a amené à réfléchir à, bon, ben là, est-ce qu'il y aurait une plus-value? Est-ce qu'il faut absolument offrir le groupe seulement à la clientèle AVC? Ou est-ce qu'il y aurait une manière de l'offrir, d'élargir le sujet pour, disons, les adultes avec des maladies neurologiques, par exemple? Donc là, on a reçu un intérêt de la part d'une clinicienne du programme des maladies évolutives. Donc, on a commencé la réflexion avec le PME, Programme maladies évolutives, et à force de discuter ensemble, de réfléchir, on a établi une très belle collaboration et finalement, on a ajouté le PME au projet général de mon stage. Donc, le groupe d'éducation qui a été demandé par le milieu clinique nous a amené, par le programme AVC, nous a amené à intégrer des nouveaux collaborateurs, le programme des maladies évolutives. Et non seulement ça nous a fait des participants pour les suivis en groupe, mais aussi j'ai pu voir en individuel des personnes du programme de maladies évolutives. Donc, ça fait juste démontrer l'importance de rester flexible dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'un projet où on est tellement en collaboration avec le milieu clinique parce que il y a des belles choses qui vont arriver de la réalité du terrain. Il faut demeurer flexible, il faut savoir cibler les opportunités. Et je trouve qu'en restant attentif à ces opportunités-là, c'est là qu'on vient vraiment bâtir des projets ou répondre à des besoins qui sont réels. Et là, ben dans ce temps-là, les retombées des projets sont d'autant plus utiles aussi. Donc, comme je vous disais, quand je suis revenu en fonction en octobre 2022, là, j'avais la chance de pouvoir collaborer avec le programme AVC et avec le programme des maladies évolutives
Pour vous faire un très bref résumé, en octobre, on a offert pour la première fois, Rachel Walliser et moi, le groupe d'éducation sur la sexualité à 2 usagers. C'était via une formule en ligne parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore très clair si, en fait, on n'avait pas encore reçu un vrai de vrai OK, je crois, par rapport à faire le groupe en présentiel à cause des consignes sanitaires et tout, ce qui était très normal. Et aussi, je crois que c'était selon les préférences de nos usagers, le format en ligne. Fait qu'on se disait, hey, on va le tester, on va voir est-ce que c'est acceptable pour la clientèle. Donc, 2 fois 60 minutes en co-animation, ça a été bien reçu par la clientèle. Euh, Ensuite, le même groupe, on l'a raffiné. On a pris la rétroaction des usagers, on a regardé ensemble, y a-t-il des choses qu'on peut faire différemment. Le taux de satisfaction était bon. Euh, et on a fait une deuxième fois la séance d'information sur la sexualité, mais là, c'était difficile de recruter des personnes pour être présentes aux 2 séances. Disons, les personnes étaient souvent disponibles une semaine, mais pas la deuxième. Donc là, ce qu'on s'est dit, Rachel et moi, c'est qu'on allait faire l'essai d'en faire une version condensée de 60 minutes. On l'a fait de manière hybride, c'était intéressant. Donc, moi, j'étais en présentiel avec les usagers. Rachel était à distance de son bureau. Et on avait aussi, en présentiel, on avait 2 ergothérapeutes qui étaient avec nous et on avait une sexologue là, qui, je crois, était nouvellement employée là, à l'IURDPM, qui était aussi à distance. La formule a fonctionné, ça a été possible, ça a été satisfaisant. Donc, on a été très satisfait de ça. Par contre, je crois que les usagers en auraient pris plus. Donc, plus que 60 minutes, justement, pour permettre des échanges. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux vous dire au niveau de la retombée pour le groupe d'éducation. Puis en même temps, je regarde mon temps pour être certain de ne pas trop déborder. Fait que là, ça, c'est pour la partie offre d'un suivi de groupe. Un autre aspect aussi que je vous dirais qui a été intéressant puis qui fait partie des défis que j'ai redécouvert, c'est juste les aspects de réservation de locaux. Hein, au moment de la tenue du groupe en présentiel, le local avait été triple booké, je crois, en même temps. C'était une salle spéciale où on pouvait faire des présentations. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup des salles comme ça. Donc, les collègues qui ont été là, on a été chanceux. Moi, j'ai pu rester dans cette salle-là. Les autres personnes se sont ajustées. Je les remercie encore. Mais ça fait partie justement des défis. Tu sais, au-delà de concevoir le groupe, c'est tous les défis de penser à l'organiser, d'aller chercher les patients à l'entrée. Là, il y a les défis avec la COVID aussi qu'il fallait faire attention pour respecter les mesures sanitaires. Donc, c'était le fun. Ça nous a gardé occupés cet après-midi-là. Donc, ça, justement, encore une fois, pour le groupe en présentiel. On pourrait revenir à la période de questions si vous avez des questions pour le groupe. Et sachez que les personnes qui sont intéressées par les séances d'information, les gestionnaires et les coordonnatrices des programmes AVC et PME les ont en main. Donc, n'hésitez pas à les consulter ou même à me demander là, si vous voulez avoir une copie. Ça va me faire plaisir là, de vous la faire parvenir. Ensuite, au niveau du suivi individuel, pour des raisons de confidentialité, en ce moment, je ne vous transmettrai pas trop d'informations, puis aussi parce que j'ai une surprise pour vous qui s'en vient. Mais on parle de 6 usagers que j'ai pu suivre en 10 semaines, répartis entre le problème des maladies évolutives et AVC, mais avec une majorité du PME. 2 personnes, je les ai suivies en présentiel et 4, je les ai suivies en téléréadaptation à distance. On parlait de suivi de 2 à 4 séances et des suivis d'ergothérapie qui étaient dédiés aux activités qui sont liées de près ou de loin à la sexualité. Quand je dis liées de près ou de loin à la sexualité, je vous donne un exemple. Lié de près, ça peut être par exemple les activités sexuelles où on regarde de quelle manière est-ce qu'on peut favoriser la participation dans les activités de masturbation ou de relations sexuelles avec ou sans pénétration, par exemple. Donc ça, c'est une activité liée de près à la sexualité. Une activité liée de loin à la sexualité, ça peut être par exemple de regarder l'horaire occupationnel en général, de regarder la capacité à se laver ou à s'habiller, ce qui peut avoir un effet indirect au niveau de la sexualité. Un exemple très, très rapide, on pourra en reparler plus tard si le sujet vous intéresse. Donc, comme je vous disais, entre 2 à 4 séances par suivi. Je crois même qu'on en a eu une petite demi, peut-être 4 et demi pour une personne.
Euh, Là, durant le stage, j'étais un peu plus en mode développement et implantation, mise à l'essai d'offres de services, soit en groupe ou en individuel. Mais un souci qu'on avait beaucoup, c'était de la pérennisation, hein, de qu'est-ce que le milieu allait pouvoir garder ensuite, parce que moi, mon stage était fini dans le temps. Il se terminait le 21 décembre 2021. Donc, c'était important que le milieu garde le plus possible une richesse par rapport à ce stage-là, ou du moins que ce que je puisse développer, que ça leur profite au maximum. Je parle au jeu, hein, mais le développement, c'était très c'était très collaboratif, là, je veux juste le nommer. Donc, au niveau de la pérennisation, en fait, particulièrement pour les groupes d'information sur la sexualité, que j'appelle des fois groupes d'éducation, c'est la même intervention. Euh, on a parlé de pérennisation quasiment depuis au jour 1 avec elle au niveau de comment est-ce qu'on allait le pérenniser. Fait que juste ça, ça fait une influence. À la séance de décembre, à la deuxième séance justement où on a fait la version de 60 minutes du groupe, on a invité 2 ergothérapeutes et une des sexologues en emploi pour qu'ils assistent au groupe et pour qu'elles puissent plus facilement le reprendre une fois que moi j'allais être parti et dans l'éventualité où Rachel pourrait être absente ou à un autre milieu de travail ou où le groupe pourrait être donné à une autre sexologue. Donc ça, c'était une stratégie de pérennisation, donc un peu, on pourrait dire une formation un peu informelle. Et finalement, avant de partir, moi, j'ai préparé un cahier pour les animateurs. Donc, un cahier, je crois, qui fait à peu près 7 pages, pas très sorcier, mais qui vient juste guider les nouveaux animateurs sur comment préparer la salle, comment mettre une ambiance sécuritaire, quoi faire si telle chose arrive et tout, à quoi penser, juste pour encadrer un peu plus le processus, puis diminuer le fardeau sur les futurs animateurs. Donc, tout ça, ce sont des ressources qui ont été laissées au milieu clinique. J'arrive déjà justement à l'étape de retomber pour l'étudiant. Ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est par rapport aux retombées pour parce que là, tantôt, je vous ai parlé de mes suivis individuels. Vous pouvez peut-être vous demander, mais là, j'aimerais savoir ça a été quoi les retombées. Sachez qu'on va vous préparer une autre conférence beaucoup plus détaillée sur le sujet. J'ai 2 étudiants cet été qui vont travailler sur un projet de recherche, sur chacun un projet de recherche, qui sont liés, à quel point le suivi, de quelle manière est-ce que le suivi a été accepté et par les usagers et quelles ont été les retombées perçues pour les usagers de mon suivi en ergothérapie lié à la sexualité. Et on va avoir aussi un projet de recherche qui va être réalisé sur le raisonnement clinique en ergothérapie qui est lié à la sexualité. Donc, le projet de recherche numéro 1 permettrait surtout de renseigner, je dirais, les programmes, à savoir la contribution, l'intérêt d'avoir de consacrer davantage de temps en ergothérapie par rapport au sujet de la sexualité, la collaboration avec l'ensemble des autres ressources qui sont en place. Et le numéro 2, justement, ça pourrait être dans un point de vue de développement professionnel personnel, peut-être pour les ergothérapeutes, justement, qui seraient intéressés à le lire pour voir les facteurs qui pourraient influencer le raisonnement clinique en ergothérapie pour la sexualité. Donc, je reviens derrière. Je dirais, mettons, en résumé, retomber pour le milieu, après je vais dire avec les miennes, retomber pour le milieu, le guide d'entrevue sur la sexualité qui permet justement de faciliter la première conversation par rapport au sujet de la sexualité a finalement été intégré dans l'évaluation d'accueil des coordonnatrices professionnelles du programme AVC. Donc ça, c'est une avancée importante parce que cette entrevue d'accueil-là, elle est faite pour l'ensemble des usagers, si je ne me trompe pas. Donc, ça ouvre la porte à un plus grand nombre d'usagers sur le sujet de la sexualité. C'était déjà quelque chose, il y avait déjà une question sur le sujet de la sexualité pour les entrevues semblables des coordonnatrices à l'accueil pour le programme des maladies évolutives. Donc, pour le programme AVC, c'est quelque chose de très intéressant. Au niveau, sinon, le groupe d'éducation sur la sexualité a été conçu pour la clientèle avec déficience neurologique. Le groupe est disponible, il est prêt à être offert. Il y a un cahier du participant, justement, je m'excuse, c'est un cahier de l'animateur. Et aussi, une autre tombée pour le milieu, c'est que pendant que j'étais là, j'ai pu offrir des services à une clientèle qui était en attente de services en lien avec la sexualité parce que on partait pour mes suivis individuels, on partait de la liste d'attente en sexologie en disant
Mon service est en ajout de ce que vous allez recevoir. Ça ne remplace aucunement la sexologie. Ça se donne en complémentarité. Donc, pendant que j'ai été là, ça a été aussi, je crois, une retombée qui était intéressante pour le milieu. Il y avait des usagers qui ont pu recevoir au moins certains services en lien avec la sexualité, toujours dans le champ disciplinaire de l'ergothérapie. Euh, Sinon, les retombées que j'ai eues pour moi, je vous dirais, en lien avec le stage, premièrement au niveau des compétences. J'ai pu travailler mes techniques d'entrevue et mes techniques de relation d'aide pour les personnes, pour les usagers, avec les usagers, donc en parlant du sujet de la sexualité et les autres activités autour. J'ai pu approfondir mes méthodes d'enseignement et de counseling, justement, de donner des stratégies, des conseils précis, faire des retours, donner des devoirs. Ça a été très intéressant pour moi. J'ai pu aussi, ici je l'ai pas mis, mais de faire des suivis à distance. Ça, moi, c'est jamais quelque chose que j'avais fait auparavant dans ma pratique clinique. J'avais toujours été en présentiel. Donc, d'apprendre à utiliser une plateforme de vidéoconférence pour des points de vue cliniques, pas juste pour en conversation, peut être vraiment intéressant. Euh, Finalement, expérience et apprentissage pertinent, j'ai pu mettre à l'essai plusieurs outils de dépistage et d'évaluation pour en voir, bon, lesquels sont plus pertinents, lesquels le sont moins, parce que des fois, on lit des études qui nous vendent des outils comme étant très intéressants d'un point de vue psychométrique, très intéressants d'un point de vue conceptuel, mais on arrive en pratique et ben, les questions sont très intéressantes, mais les usagers les comprennent pas tout le temps, par exemple. Ça m'a donné une belle dose de concret et justement de voir l'acceptabilité de certaines méthodes d'évaluation et de certaines méthodes d'intervention pour la clientèle. Comment ça se passe quand je propose certaines choses? Est-ce qu'il y a des manières de l'amener qui sont mieux que d'autres? Donc, c'est vraiment le vivant qu'on peut apprendre ces aspects-là qui sont beaucoup liés au savoir-être. Donc, je suis très content d'avoir eu ces expériences-là. Et finalement, je dirais au niveau des connaissances, un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai pu me rafraîchir sur c'est quoi la réalité clinique. Hein, quand on la vit pas au quotidien, la réalité clinique, les défis que les intervenants, que les coordos, que les gestionnaires vivent, les défis que les usagers vivent. Euh, des fois, en recherche, ça peut être très facile de devenir déconnecté, même quand on essaye de rester centré sur les besoins des gens, à accorder nos projets sur la réalité clinique. Il n'y a rien de mieux que de la vivre pour encore mieux comprendre les personnes. Et juste pour vous dire, ce qui m'a permis de me rafraîchir aussi sur la réalité clinique, c'est qu'en plus de faire mon stage, il y a plusieurs intervenants qui ont été très généreux et qui sont venus s'asseoir avec moi dans mon bureau juste pour me parler de leur réalité clinique. J'ai pu parler avec des gens de plusieurs disciplines, qui vraiment, je les remercie parce que ça m'a permis de me faire une meilleure tête sur ben, qu'est-ce qui peut vraiment expliquer, disons, entre autres, qu'on n'aborde pas la sexualité dans le suivi habituel des usagers ou qu'est-ce qui peut faire qu'on a plus de difficultés. C'est pas de dire qu'on ne peut pas, mais de voir, okay, c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux qu'il faut résoudre, il faut réfléchir à des stratégies. Et pour ça, ben, à la base, c'est de partir par une bonne compréhension de ce qui fait que ça accroche. Donc, vraiment, je suis reconnaissant pour avoir vécu ça. Euh, donc, les deux projets de recherche en cours, Emmanuel et le reste des personnes de l'URDPM, on pourra certainement préparer une autre conférence Place à la relève là, pour les deux étudiants et étudiantes qui vont travailler sur ces projets-là, puis de réinviter les personnes qui ont assisté aujourd'hui. Je crois que ça peut être vraiment intéressant de vous partager en détail ces deux sujets de recherche-là qui vont aussi être des retombées, j'espère, pour le milieu clinique là, de mon stage, mais aussi pour l'avancement des connaissances en général, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le sujet de la sexualité en réadaptation, et encore moins sur le sujet sexualité, ergothérapie aussi. Il n'y en a pas beaucoup. En résumé, pour nous laisser le temps de discuter, et il reste 10 minutes, pardon, c'était une superbe expérience. Ça m'a fait du bien de remettre mon chapeau de clinicien dans le cadre du stage. Tout au long du stage, d'être en contact constant avec la réalité clinique, ça devenait un moulin à questions de recherche pour moi. J'ai remarqué que juste d'être physiquement présent, nous, on est porteurs de notre sujet de recherche. Fait que c'était pas rare que je croisais quelqu'un puis le monde me disait ah oui, c'est vrai, la sexualité, il faut que je parle de ça. Que je me disais, ben juste d'être là physiquement, on peut avoir un impact intéressant, faciliter une implantation peut-être ou une réflexion sur un changement de pratique. Donc, ne pas, un stage fait totalement à distance, ben peut-être que ça n'aurait pas eu les mêmes retombées, donc à réfléchir dans les modalités de stage là, pour le futur. Beaucoup plus de temps en préparation que j'avais prévu.
Le stage a été de 16 semaines, mais je pense qu'on a été en préparation le double de semaines de ça, je vous dirais. Par contre, ça a valu la peine et ça a été une superbe opportunité de réseauter avec le milieu, de mettre un visage sur des noms, d'avoir la chance de prendre un café avec des gens, de parler sur un cadre de porte. C'est important ça aussi dans une collaboration. Donc, le stage tremplin, d'intégrer un étudiant en cycle supérieur dans les milieux cliniques, ça m'a permis de développer plusieurs compétences, de réseauter, de contribuer à répondre à des besoins du milieu et à innover et sortir des sentiers battus. Donc, je recommande l'expérience à tout étudiant en cycle supérieur qui peut le juger pertinent. Pour terminer, je remercie mes deux co-superviseurs, Gabriel Cousineau-Daou et Annie Rochette. Je remercie les équipes des programmes AVC et PME pour leur accueil chaleureux. Rachel Walliser, sexologue clinicienne, pour sa collaboration soutenue durant mon stage. Nathalie Thompson, qui m'a bien aiguillé aussi de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec et mes organismes subventionnaires, particulièrement le Fonds de recherche du Québec en santé et les instituts de recherche en santé du Canada. Merci beaucoup.